S'il y a bien une chose que je déteste, c'est le gâchis. Je préfère n'avoir rien fait du tout que de faire quelque chose de grandiose et de tout détruire par la suite. Et malheureusement, les Japonais sont experts en la matière. Certains animés reçoivent un traitement tel qu'il devient palpable que le plus important pour les tenants de l'industrie, c'est de faire du cash, de l'argent, du flouze, quitte à dégrader la qualité des œuvres dont ils détiennent les droits. J'ai donc choisi aujourd'hui de mettre en lumière ce fléau de la Japanimation à travers 5 mangas dont l'adaptation en anime a été purement et simplement gâchée. Et c'est tout de suite après le générique. Eddie Jones, Eddie Jones. Tonight I'm ready to rock somebody. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Commençons cette vidéo par un anime dont la première saison nous a tous choqués par ses scènes d'action à couper le souffle et dont, après plusieurs années d'attente, la saison 2 est sortie. Mon point leur apprendra à dire je t'aime, hey. Savoir le premier avec le deuxième, hey. Vous l'avez tous compris, je veux parler de One Punch Man. One Punch Man, c'est parce qu'il y avait eu, je crois, un petit conflit au niveau de l'auteur et du studio en termes de narration. Et le studio voulait un peu changer la narration, ce que l'auteur voulait pas. Et apparemment, du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé de studio, en fait. La première chose qui frappe à l'œil dans cette saison 2 est la pauvreté de la direction artistique. Avec un chara-design des personnages à des lieues du niveau de détail du manga et l'ajout de textures dégueulasses pour simuler l'effet métallique. Le second détail qui pêche dans cette saison 2 est le manque de dynamisme des scènes d'action. Ah, c'est mou! Même les dessins du manga sont plus dynamiques. Prenez pour exemple le combat Garou contre Batte de Métal, Garou contre l'équipe des héros de classe A et B ou encore Genos, Bang et Bomb contre l'aîné des 1000 pattes. Aucune comparaison n'est possible tellement Murata arrive à insuffler du mouvement dans des scènes figées. Il est tellement bon à ça que le niveau d'animation qu'on a eu dans la saison 1 n'était pas là pour sublimer le manga, mais c'était plutôt le minimum qu'il fallait pour suivre le niveau du maître. Ce serait vraiment bien que l'équipe originale qui a réalisé la saison 1 de l'anime fasse un reboot de la saison 2. Mais on sait tous qu'on ne l'aura jamais. Alors, pour ne pas souiller davantage l'œuvre, avec les dingueries qui arrivent par la suite, s'il vous plaît, ne faites pas de saison 3. Seven Deadly Sins. On ne peut pas parler du déclin de l'adaptation animée sans parler du déclin du manga. Je me souviens de cette époque où on attendait chaque semaine le nouveau chapitre de Nanatsu no Taizai avec autant de hype qu'un One Piece ou un MHA. Alors, quand est-ce que tout cela a changé? Quand est-ce que lire un chapitre de Nanatsu no Taizai ne nous procurait plus la même euphorie? À mon avis, la hype du manga a commencé à baisser à partir du retour de Meliodas et Ban du Purgatoire quand le combat contre le roi démon a commencé. Il y avait comme quelque chose de redondant, de fade et de réchauffé. Peut-être à cause de la façon dont il a été amené. Le coup du grand méchant dans le corps du héros n'a pas l'air d'avoir convaincu le public. Puis tout est parti en couille avec la semi-fin du manga qui était étrange. C'était la première fois que je ressentais ce sentiment d'inachevé dans ce qui semblait être l'épilogue d'une œuvre. Puis il y a eu le retour du roi démon qui a perdu une seconde fois de la même manière et le plot twist final autour d'Arthur et de son chat. Tu ne peux pas finir ton manga 3 fois de suite et t'attendre à ce que les gens restent jusqu'au bout. Et je crois que cette perte progressive du lectorat a conduit à une réduction du budget de l'anime et fatalement à la dégradation de sa qualité. C'était déjà criard dès le premier épisode de la saison 3 où les démons étaient dégueulasses. Même s'ils ont légèrement remonté la pente pour le flashback de Diane et King lors de la guerre sainte, après, ce fut le début de la descente aux enfers. Le summum de l'horreur de cette adaptation fut le combat Escanor-Meliodas.
Comment ont-ils pu souiller à ce point le combat le plus époustouflant à ce moment de l'histoire? Regardez le niveau d'intensité des planches du manga. Comparé à l'anime, c'est le jour et la nuit. C'est honteux. Pareil pour toutes les scènes importantes qui suivent. Le clash entre Meliodas et ses frères, l'ultra laser de Rue du Ciel sur Zeldris, le raid d'Arthur face aux démons et leur démonstration de Haki des rois. Bref, pour moi l'anime de Seven Deadly Sins s'est arrêté à la fin de la saison 2. The Promised Neverland. Ce manga est juste génial. Toujours dans le haut du classement du Shonen Jump, du début à la fin de sa publication. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'adaptation animée? Pourtant, elle partait avec toutes les cartes en main, puisque la saison 1 fut une masterclass à tous les niveaux. Et les musiques, je suis encore ému quand je repense à la berceuse d'Isabella. La saison 2 fut un rush de 15 tomes du manga. Comment produire une adaptation scénaristiquement cohérente dans ces conditions? Ils se sont contentés d'amputer des éléments essentiels de l'œuvre, comme la rencontre avec Hugo, le sublime arc de Goldie Pond avec l'antagoniste le plus charismatique de l'œuvre, la bataille contre la reine des démons ou encore le voyage aux 7 murs qui constituait le but ultime des protagonistes. Je pense que l'anime a connu ce sort à cause de la fin rapide du manga. Un animé étant avant tout un produit dérivé pour booster les ventes des tomes, puisqu'il n'y avait plus de tomes à vendre, ils se sont peut-être dit qu'il n'y avait plus de raison de le continuer. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller lire le manga après avoir suivi la saison 1 de l'anime. Vous vivrez une expérience unique. L'injustice radiante. À chaque fois qu'une connaissance me parle de cet anime, je suis obligé de lui expliquer qu'à la base, c'est un manga français qui n'a rien à voir avec cette adaptation. Attention, visuellement c'est très joli et l'opening un déchire, mais ne vous faites pas avoir. Le discours du narrateur. Dès le discours du narrateur qui introduit chaque épisode, on comprend que le studio d'animation n'a rien compris à l'esprit de Radiant. Seth, le personnage principal, ne dirait jamais ce genre de phrase. On parle quand même du mec à qui, plus loin dans l'œuvre, on a proposé de participer à un tournoi de sorciers et qui a répondu qu'il n'en avait rien à foutre. Le personnage principal badass et drôle du manga donnait juste l'impression d'être un idiot à l'écran. Le même cliché du héros de shonen simple d'esprit. Et plus le premier épisode avançait, plus mes craintes sur cette adaptation se confirmaient. Le village rustique à la One Piece du premier chapitre a été remplacé par une grande ville lisse, style Magnolia dans Fairy Tail. Les premières scènes du manga qui donnaient le ton de la série et la dynamique entre les personnages ont été intégralement changées avec l'introduction d'un personnage secondaire qui n'a rien à faire là. Pareil pour l'introduction des premiers antagonistes et l'élimination du premier Némésis. Rien à voir avec le manga. Et même dans les épisodes qui suivent, l'ordre des événements a été totalement changé. C'est à croire que les Japonais n'ont rien compris à la mise en scène de l'auteur. Les gags et les jeux de mots à la François Pérusse, qui constituent l'essence même des dialogues de l'auteur Pisse-Roi Kaira, ont été purement et simplement supprimés. Après, vous me direz que ce n'est pas évident de retranscrire dans une langue les subtilités d'une autre. Et je vous répondrai non. On suit bien des animés japonais et on rigole devant la plupart d'entre eux. Et si le jeu de mots est impossible à traduire, les traducteurs laissent des petits mots pour nous permettre de cerner l'intention de l'auteur. En gros, il suffit juste de faire un effort, ce qui n'a pas été le cas pour Radiant. Le studio d'animation a retiré de l'œuvre tout ce qui incarnait l'âme du manga d'origine. Pire, ils ont rajouté des épisodes filler. À la fin, on se retrouvait avec un anime fade et sans saveur, un animé de fantasy parmi tant d'autres.
tellement j'étais révolté après le visionnage des premiers épisodes que je voulais écrire à Ankama ou à Tony Valente pour leur demander pourquoi ils avaient accepté qu'on souille autant leur œuvre, puisqu'ils ont les moyens de faire un animé plus qualitatif eux-mêmes. Regardez Wakfu. C'est dommage que la première œuvre française adaptée par un studio japonais ait reçu un tel traitement. Cela n'augure rien de bon pour les futures collaborations. Berserk. Non, je troll. J'ai adoré l'adaptation animée de Berserk 2016. Je n'ai jamais compris ceux qui commencent à pleurer dès qu'ils voient de la CGI. Autant on peut gueuler sur des cas comme le combat Eren versus le titan marteau d'armes, autant vous ne pouvez pas faire ce reproche à Berserk. Vous avez déjà vu les planches du manga? L'auteur était tellement chaud qu'on dirait que ses dessins sont déjà en 3D. Une adaptation full image de synthèse n'est qu'une conséquence logique de son œuvre, alors calmez-vous. Boruto. Le cas Boruto est juste un exemple typique des animés fleuves qui doivent clairement s'arrêter de nos jours. L'animé est beaucoup trop long comparé au manga qui est vachement plus court avec des arcs narratifs clairs et bien structurés. Et bien sûr, pour combler les vides entre les événements importants du manga, ils nous pondent des épisodes fillers nuls. Boruto à la plage, Inojin chez le boulanger et Chocho à danse avec les stars. La plupart de ceux qui ne suivent pas Boruto se sont radicalisés après être tombés sur ces épisodes moisis sans se douter que le manga c'est un autre délire. D'autres suivent l'anime en saison uniquement pour les épisodes tirés du manga. C'était le cas pour les événements tirés du film Boruto, l'arc Naruto Gaiden ou encore le combat contre Ishiki Otsutsuki. Pourtant, les studios Pierrot peuvent se contenter d'adapter fidèlement le manga par saison. En 3 saisons de 24 épisodes, ils auraient largement de quoi adapter l'intégralité des chapitres sortis à ce jour. Ils ont prouvé qu'ils en étaient bien capables avec l'arc final de Bleach dont la qualité n'est plus à prouver. Et pourtant, alors de grâce, pour tous ceux qui ont abandonné Boruto à cause des raisons citées plus tôt, redonnez une chance à cette œuvre et allez lire le manga. Vous ne serez pas déçus. J'ai beau avoir passé cette vidéo à critiquer la piètre qualité de ces adaptations animées, je n'en veux pas aux animateurs ou à tous les autres exécutants au bas de l'échelle qui se tuent pour produire ces œuvres. Ils donnent déjà assez de leur talent et de leur santé pour une piètre rémunération. Comme dit en début de vidéo, je pointe plutôt du doigt les tenants de l'industrie, les responsables des comités de production qui ont droit de vie ou de mort sur les œuvres dont ils détiennent les droits. Comités de direction qui pour la plupart s'inscrivent dans la dynamique de surproduction dont souffre l'industrie de l'animation japonaise depuis plusieurs années. 300 séries produites en 1 an au Japon. Heureusement qu'il subsiste des studios qui ont à cœur le souci du détail des œuvres qu'ils adaptent, comme Ufotable avec l'excellent Demon Slayer et le studio MAPPA qui enchaîne les masterclass ces dernières années. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille l'excellente vidéo de Japania sur les secrets de l'animation japonaise qui aborde le sujet avec des témoignages d'animateurs français travaillant sur le terrain. Et ce sera tout pour cette vidéo sur ces mangas aux animés foireux. Si vous voulez un épisode 2, vous savez ce qu'il faut faire et peut-être que j'y réfléchirai. C'était Narobaz, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.